À la 77e Assemblée des Nations Unies, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indexé le Rwanda sans trembler d'avoir déstabilisé l'Est de la République démocratique du Congo qui soutient le M23. Nous allons essayer d'en parler avec Fumutoto. Monsieur Fumutoto, bienvenue. Merci à vous et merci à vous tous qui nous suivez et surtout même à tous ceux qui ne pensent pas. On a vu le chef de l'État s'attaquer au Rwanda. Est-ce que c'est suffisant, le propos du chef de l'État? C'est suffisant par rapport à la circonstance qui était cette assemblée-là. Voilà. C'est suffisant, vous trouvez? C'est suffisant parce que la tribune des Nations Unies est un espace. Mais Paul Kagame est revenu pour dire que les accusations ne vont rien résoudre au problème de Congolais. Il faut aller au-delà de ça. C'est qu'il y a des choses jusque-là qui ne semblent pas être mises à nu. On ne doute pas de l'existence de ce qui n'existe pas. Si les accusations ne semblent pas ou ne vont pas résoudre nullement le problème, et pourquoi tu réagis sur les accusations? Au contraire, vous avez dit que le président de la République l'a indexé, pas le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un peuple, le Rwanda, c'est la terre, le Rwanda, c'est une nation. Il s'agit exactement du président rwandais actuel, Kagame. Non, le président de la République a pris l'antithèse sur toutes ces thèses justifiant sa méchanceté chez nous. Et je ne sais pas par quelle ironie du sort, il s'est fait que c'est le chef de l'État qui parle le premier. On attendait que lui vienne démonter les thèses du chef de l'État sur sa méchanceté. Mais il a dit, l'accusation ne va pas résoudre le problème. Non, si l'accusation ne va pas résoudre le problème, mais immédiatement, lui-même accusait les Nations Unies en disant c'est la plus grande mission des Nations Unies au monde. Qui n'a rien apporté. Mais alors, c'était quoi? Cela, une fois que cette mission est là, cette mission a aussi déstabilisé son pays. Le Rwanda, il a dit... Maintenant, est-ce que lui n'a pas à son tour accusé? Mais on attendait qu'il montre ou démontre que ce que le chef de l'État congolais disait n'était pas vrai sur sa méchanceté. Mais lui qui disait qu'il ne voulait pas penser que c'était le moment des accusations, mais il a accusé la MONUSCO d'une mission zéro et la MONUSCO d'une mission qui a attaqué, qui a détruit son pays. Alors pour vous, c'est quoi? Mais pourquoi le chef de l'État n'a pas parlé du retrait de la MONUSCO dans son discours? Il l'a dit, mais seulement que le chef de l'État est le premier diplomate de son pays. Et que le premier diplomate, pour quel résultat? Jusque-là, les résultats sont maigres. Bon. On a attendu à ce que les lignes puissent bouger, rien n'a bougé jusque-là. Non, la tribune des Nations Unies n'est pas un espace d'action ou de réponse aux problèmes politiques. C'est un espace de déclaration sur l'état de son pays, l'état de son continent et l'état de son monde. Mais sur l'état d'abord de son continent, le président Macky Sall, qui est le président en exercice, n'a pas relevé le problème de la RDC. Il a parlé du Mali, il a parlé du Burkina Faso, alors qu'en Afrique centrale, la RDC, c'est un poumon. Mais qui a chargé le président Lorenzo d'entamer et de continuer à soutenir le processus de Luanda? C'est qui? Mais c'est le président Macky Sall qui est le président en exercice de l'Union africaine. Mais il n'a pas épinglé ça dans son discours. Mais je ne pense pas qu'il n'a pas épinglé, mais je pense qu'il savait qu'il y aura un Congolais qui va parler du Congo et de la manière la plus pointilleuse. C'est ça le problème. Deuxième élément d'analyse dans ce discours-là, le Congolais attendait un chef de l'État qui doit dire la vérité telle que son peuple l'exprime. Et le chef de l'État a été à la hauteur des réponses que nous attendions de cette tribune qui, dirait, ce n'est pas une tribune de réponse immédiate aux problèmes, mais c'est là qu'il fallait dire exactement et profondément ce qu'il a dit. Je vous prends. D'abord, le chef de l'État a demandé qu'on puisse multiplier les exemplaires ou les copies, si vous voulez, des rapports des experts des Nations Unies et distribuer ces rapports aux membres de l'organisation. Le chef de l'État voulait montrer, à mon sens,
au secrétaire général des Nations Unies qu'il a comme l'impression que lui-même ne maîtrisait plus rien, parce que son discours qui voulait innocenter le Rwanda le rattrapait, parce qu'il s'agit de récentes études des experts des Nations Unies. La première chose. La deuxième chose, mais même le secrétaire général des Nations Unies lui-même s'est contredit à fond. Mais nous allons tirer tout à l'heure les conséquences de cette analyse. Antonio Guterres. On lui a posé la question, il voulait justifier ou nier l'implication du Rwanda en termes d'agresseur au Congo. Et il a dit même que le Rwanda n'y est pour rien. Mais le M23 qu'il a inventé d'être une armée moderne, le journaliste est vraiment de qualité comme vous lui a torqué la question en disant mais d'où viennent les armes que vous vantez modernes et sophistiquées? Ça vient de quelque part. Est-ce que c'est qu'il a dit, Antonio? Il a menti. Il a menti et il a saccagé la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine. Que dit cet acte-là? Ou cette Charte des Nations Unies? La Charte, je crois, le titre 7 de la Charte, au chapitre 7 même, dispose que les Nations Unies ont pour mission de chercher et de maintenir la paix entre États. Et que l'agression est définie par la Charte des Nations Unies comme un usage de la force par un État pour porter atteinte à la souveraineté, indépendance et sécurité interne et internationale de l'autre État. Et que notre État membre des Nations Unies qui entamerait pareille démarche porte atteinte à la paix collective et provoque la collectivité des nations. Maintenant, ça c'est la Charte des Nations Unies. Mais au nom du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, il était tolérable, avant la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, donc Kagame signateur, qu'une rébellion peut se servir d'un pays voisin, lointain, proche, comme arrière-base, pour revendiquer ses droits politiques dans son pays, notamment créer une rébellion. Mais depuis que nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba, et d'abord l'acte constitutif de l'Union africaine. Attendez s'il vous plaît. Oui, mais attendez. Toto, vous avez signé. Mais tout ça c'est trop. Non. Mais le Rwanda, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Non, pragmatique. Si vous ne parvenez pas à résoudre tel problème, ils attaquent. Mais non. Alors ici chez nous, au lieu de riposter pour récupérer, on veut toujours aller au niveau. Alors il y a des pistes de solution. S'il faut la guerre, il y a des gens qui jusqu'à présent continuer à croire que la communauté internationale n'existait pas. Mais quel est le sort de Poutine qui avait annoncé arriver à Kiev dans 5 jours? Et la guerre aujourd'hui a combien de jours? Mais parce que la communauté internationale existe. Et parce que l'intérêt commun entre les nations existe. Mais cette mobilisation, ça ne se manifeste pas pour les RDC. Mais vous savez quand est-ce que la communauté internationale viendra se liguer contre Poutine? C'est après l'annexion de la Crimée. C'est après beaucoup d'exactions dans d'autres pays. Et finalement, ça a débordé la vase. Ça va déborder sur Kagame et ça a déjà commencé. Et le chef de l'État a réussi à les crucifier cette fois-ci. Pourquoi? Lorsque nous prenons la charte ou l'acte constitutif de l'Union africaine, il est clairement dit qu'un État membre de l'Union africaine ne peut pas servir d'arrière-base pour déstabiliser la quiétude ou la paix, la souveraineté internationale de notre pays. Le Rwanda le fait. Vous prenez maintenant l'accord cadre d'Addis Abeba, tous nous avons signé qu'aucun pays signataire ne peut plus utiliser ou soutenir une rébellion au pays si l'M23 était une fois une rébellion. Or, le secrétaire général des Nations Unies lui-même, à l'ouverture de cette même session, a qualifié l'M23 et les autres mouvements-là de terroristes. Comment alors un secrétaire général d'une organisation qui prend la paix entre États peut-il encore vanter la modernité d'une armée terroriste? Mais je vais vous poser la question. Ça fait longtemps que Kagame et Guterres ne se contredisaient pas comme ça. Ça fait longtemps que Kagame était arrogant. Et cette fois-ci, il plaide plutôt en faveur d'une paix qu'on doit trouver. Il est devenu souriant, il n'est plus arrogant. Donc, à cause de quoi? De chercher la paix. À cause de qui? Il cherche la paix. Il cherche la paix. Le dialogue. Voilà. Maintenant, vous pensez que le dialogue voulu par le secrétaire général des Nations Unies. Ici au pays, il y a Vital Kamerhe qui
qui prêche la paix avec son plan triangle RDC, Ouganda, Rwanda et l'M23 au milieu. En réalité, ce n'est pas le plan triangle de Vital Kamerhe, c'est la vision même du chef de l'État de la sous-région. Lorsque le chef vous dit qu'il avait amené une diplomatie proactive, une diplomatie humanitaire, en qualifiant tout le pays de la sous-région, et surtout nos frères voisins comme des frères, il est surpris de constater que Kagame veut continuer ses habitudes de génocide au Congo. Et le chef l'a dit, le Congo ne sera jamais un pays génocidaire. C'est une vision d'État. Mais peut-être que les gens ne comprennent pas comment le président Tshisekedi a-t-il réussi exactement son coup. C'est que, contrairement au jeu traditionnel de Kagame, qui formatait des rébellions au Congo, humiliait le président congolais, le gouvernement congolais et les ministres congolais, même les institutions de la République, allant négocier avec les rebelles que Kagame lui-même crée, le chef de l'État, le président Tshisekedi, a refusé de tomber dans ce jeu-là, de faire de Kagame le maître de la sous-région, et lui aller chaque fois négocier avec les rebelles créés par Kagame. Et il a doigté que c'est lui le problème. Et lorsque le plan de Vital Kamerhe dit il faut l'Ouganda, le Rwanda et la RDC, vous allez voir que le chef de l'État évoque le processus de Luanda et le processus de Luanda avec le communiqué final qui était signé où Kagame a accepté le retrait du M23 de Bunagana et consorts. Oui, c'est comme aussi hier, lorsque le chef de l'État a été reçu par Macron et aussi le président Kagame, c'est toujours le même langage. Mais j'arrive. Mais qu'est-ce que le chef de l'État voulait gagner? Le chef de l'État voulait gagner dans le Conseil des Nations que c'est l'agresseur, se nomme Kagame, et son pays c'est le Rwanda, et que l'homme 23 n'est pour rien, il n'y a que Kagame qui justifie sa manière méchante d'attaquer le Congo. Et le chef est allé très loin. Il a posé la question. Donnez-moi un seul périmètre carré où le Rwanda, le Congo, l'œuf de l'air, s'ils peuvent encore exister au Congo, attaque le Rwanda. Donne-moi une occupation de l'espace Rwanda par une rébellion rwandaise installée au Congo, même une localité pendant 10 heures du temps. Et il a encore enchaîné en disant, ces FDLR déjà défaits par des opérations conjointes de l'armée rwandaise et congolaise, ces FDLR que l'armée congolaise a détruits et finalement d'autres rapatriés chez eux, ils sont où, dans quel site, dans quelle localité de la République, par où ils attaquent le Rwanda? Kagame devait revenir là pour nous dire, parce que c'est ça son alibi. Et moi, je vais au Congo pour aller chercher les FDLR. Mais il devait de répondre devant les puissances du monde réunies sur cette question. Il était incompétent, incapable d'être arrogant comme d'habitude. Mais ce n'est pas pour rien, parce que le leadership de la sous-région tentait d'échanger avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que Kagame... Alors que Bunagana a été congolais, actuellement il n'est plus congolais. C'est que les choses sont l'occupation ne veut pas dire que Bunagana n'est plus congolais. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va dire? Mais occuper, ça veut dire quoi? Je dis, mais là pour le moment, qu'est-ce qu'on va dire? Mais c'est l'occupation, ça veut dire que... Et vous pouvez imaginer même les rebelles qui sont là, qui commencent à appeler les investisseurs. Mais non, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous avez compris la communication du chef? Il a dit ceci. C'est inacceptable que nous, la communauté internationale, par les Nations Unies... Est-ce qu'on doit espérer à des communications alors que les M23 sont super équipés que nos FARDC? Il faut commencer par là. Mais est-ce que vous avez... Commencer d'abord par armer nos forces armées. Mais le chef a répondu. Mais est-ce que vous avez compris ce que le chef a dit? Soit nous restructurons l'Organisation des Nations Unies, soit qu'elle n'est plus utile, qu'elle doit cesser d'exister, parce qu'il ne peut pas comprendre que le Congo, l'innocent, soit attaqué régulièrement par un pays méchant voisin et que lequel pays, Congo, reste sous embargo. C'est ce que les chefs ont dit. Alors quand les gens disent ça ne suffit pas, mais alors pour obtenir la levée de l'embargo, il faut faire la guerre aux Nations Unies. Il faut mais il faut contourner. Mais on contourne aller pas chez les Russes, aller chez les Coréens et est-ce que tous ceux qui sont allés chez les riches ont trouvé la paix chez eux?
Même l'Ukraine là était aussi alliée de la Russie. Et ça finit par quoi? Regardez le Mali. Le Mali, ils sont allés chez les Russes. Est-ce qu'il y a la paix au Mali aujourd'hui? La paix semble revenir là. Ah ben semble, vous avez dit. Nous avons des approches. Avec, bon, il y a le Mali, il y a la Centrafrique. Non, mais les Russes sont là. Est-ce que vous avez compris la communication du chef lorsqu'il dit même devant quoi nous ne pouvons pas accepter qu'une partie de notre territoire soit concédée ou cédée à quelqu'un. Et il dit que nous n'allons pas reculer et que nous ne sommes pas naïfs. C'est ce qu'il a dit. Non, nous sommes dans la joie de voir un président qui n'est pas en complicité avec les ennemis de la République comme l'autre fois, où Kagame continue à faire de ses aventures au Congo et que même pour le dénider, ça posait problème de diplomatie. Non! Le chef a été à la hauteur de l'attente de sa population. Mais ça a commencé, mais ça ne finit pas là-bas, ça va continuer. Nous continuons. Mais alors, si le discours du chef n'a pas eu de fruits immédiatement, je pose la question, parce que je suis congolais, je suis de la majorité au pouvoir. Je ne pense pas que lorsque mon chef quittait Kinshasa, dans son agenda, il y avait un rendez-vous avec le président français Macron en marge de cette session. Il n'y avait pas de rendez-vous. J'ai dit, je ne pense pas qu'il y avait rendez-vous, car hier, juste après, quelques temps après le discours du chef de l'État congolais, et que M. Macron devait rencontrer le chef de l'État congolais et le chef de l'État rwandais aux États-Unis. Moi, je ne sais pas. Donc, je vous dis que ça n'a pas existé. C'est la France qui mènerait cette médiation. J'arrive. Deuxième élément, l'agenda du président français est connu. Il n'y avait pas ce jour-là. Ils peuvent se rencontrer comme ça. Déjà, Jeune Afrique avait dit en son temps que la France mènerait cette médiation en coulisses. Mais vous avez bien dit. Et ça s'est concrétisé. Mais nous avons réussi. Le président Kabila Tshisekedi a réussi sa diplomatie. Au lieu qu'il y ait médiation entre les soi-disant rebelles du M23, il y a médiation entre l'agresseur et l'agressé. Mais c'est tout ce que nous voulons. Que nous puissions témoigner en face du monde que notre ennemi connu, c'est Kagame. Et nous ne voulions pas humilier les institutions de la République en allant signer les accords comme Amani 1, Amani 2, Amani 1, Amani 2, avec les rebelles créés, fomentés par Kagame. Nous sommes en train de gagner le possible de Luanda. Mais devant le président Lorenzo... Vous êtes en train de gagner 100 jours après, rien n'est fait. Non, pourquoi vous dites rien n'est fait? Alors, mais jusque-là, non, répondons, raison autrement. Qu'est-ce qui a bougé? Ça veut dire... 100 jours. Qu'est-ce qui a bougé? Oui. Nous pouvons poser la question à ce qui nous suivent. Les positions occupées par l'M23 d'il y a 100 jours. L'armée sophistiquée du M23 n'avait pour viser que Bunagana. Pourquoi il n'avance pas s'il n'y a rien? Parce qu'il n'avance pas. Mais non, ils veulent occuper quoi? Seulement Bunagana, c'est fini. Ils veulent s'arrêter au niveau de Bunagana, peut-être. Voilà. Alors, vous pensez que les ennemis du Congo, s'ils ne trouvent pas la résistance, ils vont rester seulement à Bunagana, alors que vous savez qu'IAP, il faisait tomber Goma, il faisait tomber même l'Équateur, et ici à Kitona, il voulait faire tomber Kinshasa. Pourquoi ils n'avancent pas? Il ne faut pas que nous puissions avoir l'imagination, l'idée comme si nous ne faisons rien, et c'est à cause de pitié ou de pitié de ces gens-là que nous sommes là. Non, il y a résistance de notre armée, il y a l'engagement de notre commandant suprême, il y a la détermination de tout un peuple et nous n'allons pas nous laisser faire. Mais je voudrais encore préciser, pourquoi nous disons que la communication du chef a porté des fruits et immédiatement? Parce qu'il faudra que ceux qui nous suivent découvrent que lorsqu'on parle de l'Organisation des Nations Unies, des 15 membres, si je ne m'abuse pas, de l'Assemblée Générale, et que nous prenons seulement les 5 permanents, dans ces 5 permanents, nous pouvons citer la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Mais lorsqu'on parle de l'opinion internationale, ou de la communauté internationale, en diplomatie, en relations internationales, en politique étrangère, c'est essentiellement la position soit des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, ou les trois ensemble. Maintenant que le chef a parlé, que l'une des 3 puissances qui patronnent l'Organisation des Nations Unies ait improvisé une médiation et immédiatement un communiqué conjoint avec des engagements fermes de retirer ça sont des engagements, ce n'est pas la première là. Mais rien n'a été fait dans le Conseil des Nations sans engagement. Toutes les guerres qui ont fini
pas de négociations, pas de résolutions, ont été d'abord des guerres diplomatiques. C'est les meilleures guerres de l'existence. Donc sur le plan militaire, c'est un échec. Il n'y a pas échec parce que nous sommes sur terrain qui n'avance pas. Il n'y a pas échec parce que ce n'est pas Tshisekedi qui a créé ces mouvements. Il n'y a pas échec parce que nous ne baissons pas. Qui a créé ces mouvements? Mais c'est Mobutu qui a créé ces poches de résiduels d'existence. C'est Joseph Kabila qui nous a laissé avec cette mort 18 après au pouvoir. Mais Joseph Kabila est parti sans l'M23. Il n'a pas laissé l'M23. Mais c'est Joseph Kabila, c'est sous Joseph Kabila qu'il y a eu création du M23. Oui, mais il est parti. Bunagana était encore entre les mains des Congolais. Non, il est parti, il n'y avait pas de sécurité à l'est du pays. Oui, il n'y avait pas d'insécurité, mais c'était juste des poches. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des poches? Maintenant, actuellement, c'est Bunagana qui est là. Mais est-ce que vous pouvez Et en plus de cela, les représentants du M23 étaient venus ici. Ils ont dit qu'il y a eu des accords entre le gouvernement présent et le M23. Et Runiga, il est de l'Union sacrée. Mais je pose la question. Est-ce que c'est le président Tshisekedi qui n'a pas respecté les accords signés avec le M23 lors de sa défaite en 2013? Mais c'est à vous de répondre. C'est ça le problème. Deuxième chose, on a tenté de dire ici, bon, Tshisekedi qui a appelé Kagame, son ami, il a signé des accords, il a cédé une partie de la souveraineté congolaise au Rwanda. Alors, si les accords signés entre le président Tshisekedi et le président Kagame étaient en faveur du Rwanda, pourquoi le Rwanda se détournerait-il de ces accords-là pour déterrer le M23 qui était déjà décédé? C'est que le président Tshisekedi a fini par gagner Kagame dans ces accords-là, il y en a eu. Deuxième élément, le président Tshisekedi est-il la continuité de la politique étrangère ou nationale de Kabila, père ou fils? Nous disons non. Quel intérêt a-t-il d'aller continuer avec l'FDLR et attaquer le Rwanda, lui qui est démocratiquement élu et qui va quitter aussi démocratiquement le pouvoir? Ça n'a pas de fondement. Troisième élément, lorsque nous parlons de la diplomatie, mais quel est le sens de la diplomatie du chef de l'État? C'est de dire aux Africains, ce sont de continuer à être des marches et pieds des autres qui n'ont jamais voulu résoudre notre problème. Comprenons-nous comme frères, regardons en face la souffrance africaine. C'est une vision diplomatique qui peut avoir des fruits aujourd'hui ou demain, mais un homme aura osé. Voilà, maintenant, par rapport à ça, pour terminer, Vital Kamerhe veut qu'il y ait un dialogue. Le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, dans ses dires, on a compris qu'ils veulent certainement un dialogue. Vous êtes partant aussi? Mais finalement, parce que dans un premier temps, lorsque vous parlez des dialogues, le gouvernement dit nous n'allons pas dialoguer, il faut qu'il parte. Non, le président de la République voulait gagner un pari et c'est déjà gagné. C'est quoi ce pari? C'est le pari de dire c'est le Rwanda qui agresse le Congo en face du monde et que si on négocie, on négocie avec l'agresseur et son allié, l'Ouganda. Maintenant, si on est dans une table... À quelle position? D'un agressé qui ne veut plus être agressé. Une position de faiblesse. Non, c'est pas on n'arrive pas à déloger. Non, et je ne pense pas que... il y a les Nations Unies. Si aujourd'hui vous faites confiance au rapport des Nations Unies, faites aussi confiance à ce qu'Antonio a dit, qu'ils sont super armés. Pourquoi vous ne reconnaissez pas ça? Nous faisons confiance aux institutions de la République, à la République et aux Congolais, sans nier l'apport étranger, le recours au passé. Mais nous ne voulons pas voir un pays sans les autres pays. Nous ne voulons pas voir un Congo séparé des Conseils des Nations. Nous voulons gagner ensemble dans le Conseil des Nations. Le chef de l'État... Ensemble avec les gens qui ne sont pas sincères. Non, ensemble avec les Rwandais qui chaque fois sont en train de lorgner sur les minéraux de la RDC en prétextant qu'il y aurait des FDLR ici. Non, mais maintenant, beaucoup de gens ne savaient pas que c'était un prétexte. Maintenant, avec la diplomatie, chef d'État, tout le monde comprend que c'est un prétexte. Tout le monde comprend que Kagame est mauvais. C'est tout ce que nous voulons. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas continuer. Mais c'est depuis longtemps que tout le monde savait que Kagame est mauvais. Mais fort malheureusement, on a vu le chef de l'État saluer, dire ça, celui-ci c'est mon frère. Mais écoutez, Absalom était le fils de David, il lui a fait la guerre. Et la Bible dit chacun pour ennemi les gens de sa maison. Quand je dis que Kilo est mon frère, je n'ai pas enlevé ta méchanceté, tu l'as là. Quand je dis que tu es mon frère, je n'ai pas dit qu'un frère ne peut pas tuer son frère. Est-ce que le chef de l'État a eu tort de dire que les Rwandais sont nos frères? Quand nous sommes tous des Bantous, quand nous sommes tous des Africains, c'est Dieu qui nous a créé d'être ensemble dans ces frontières immuables. Nous serons toujours avec les Rwandais, nous serons toujours avec les Soudanais, nous serons toujours avec les Ougandais. Mais il y a un homme qui veut que nous puissions voir les choses autrement. Voilà. Qu'est-ce que nous gagnons, nous les Africains, en continuant à nous entretenir? Que vous répondiez. Vous êtes partant pour un dialogue? Oui et non. Pourquoi oui? Un dialogue pour que le Congo gagne,
un dialogue qui n'humilie pas les institutions pour négocier avec les rebelles créés par Kagame, un dialogue qui ramène Kagame chez lui, un dialogue qui impose à celui-là les réparations. Nous sommes partants. Et pourquoi voilà pourquoi non? le chef n'a jamais souhaité la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et pourquoi non? Non, parce que nous n'allons pas négocier contre notre être et contre notre droit d'existence. Voilà, merci. Merci. Merci à vous, Mfumu-Toto. On va recevoir M. Sylvain Dalambou pour parler de Willy Bakonga, qui autrefois était pur et dur kabiliste. Aujourd'hui, il est devenu pur et dur tshisekéliste.